Cette fois, ça y est, le gouvernement se mobilise pour résoudre la crise du logement. Depuis cet été, il multiplie les annonces sur le sujet au point de rendre son message inaudible. Une priorité émerge toutefois, relancer la construction dans le social et l'intermédiaire. Logement, mais où va donc le gouvernement? C'est le sujet de ce point.io, c'est parti. Et pour en parler, j'accueille en plateau Pierre Madec, économiste spécialiste sur le logement et enseignant à Sciences Po. Bonjour Pierre Madec. Bonjour. Et en visio avec nous, Cyril Poy, président de Les Citizens, une agence notamment de conseil pour les aménageurs, promoteurs et territoires, mais pas que. Et vous allez nous dire tout ça dans un instant. Bonjour Cyril. Bonjour Gaëtan et bonjour Pierre. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors Pierre Madec, je commence avec vous. C'est la deuxième fois que vous participez au Point Immo et cette fois vous êtes en plateau. La tradition n'a pas changé. Première question, 3 réponses possibles. On n'explique pas, on expliquera après, c'est juste pour bien comprendre le ton du sujet. Alors Pierre, dites-moi, les annonces du gouvernement, c'est petit A comme Avatar 2, on ne les attendait plus. C'est comme Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, ni fait ni à faire. Ou c'est comme la série reboot d'Harry Potter qui arrive bientôt, il faut tout reprendre depuis le début. Alors, je dirais Avatar 2. Avatar 2. Et vous Cyril, vous avez répondu quoi? La deuxième, c'était Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, ni fait ni à faire. Oh non, j'irai pas jusque-là. Je pense qu'il faut peut-être un petit peu dézoomer. C'était pas une proposition qui était proposée, mais il faut peut-être regarder les choses un petit peu plus loin et proposer d'autres choses. Allez. Gravité, il dit Cyril. On passe tout de suite à la première partie. On revient sur les annonces du gouvernement et on décrypte ça avec nos experts. Alors, Pierre Madec, entre le PLF 2024 et les différentes prises de parole du gouvernement sur le sujet, c'était un petit peu difficile de s'y retrouver, c'était un peu la cacophonie. Grosso modo, les principales annonces concernaient, comme je le disais en introduction, la construction avec quelques chiffres. 110 000 logements sociaux en 2024, 20 territoires engagés, un dispositif pour alléger leurs procédures administratives et leur permettre de construire plus rapidement 30 000 logements en 3 ans. Un plan pour les étudiants, 35 000 logements qui doivent sortir de terre et 1 milliard d'euros sur la table pour doubler l'offre de logements intermédiaires. Alors Pierre Madec, tous ces chiffres, ça fait bien rêver, mais pour reprendre un peu les macronistes, est-ce que c'est selon vous un game changer ou plutôt de la poudre de perlimpinpin tout ça? Alors, je ne sais pas si c'est un game changer. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement s'intéresse à la question. Ça fait quand même des mois, voire des années maintenant, que le secteur du logement essaye de mettre la question du logement au centre de la politique publique, essaye d'attirer l'attention du gouvernement, et les réponses du gouvernement jusqu'alors, c'était plutôt des économies budgétaires que des mesures de soutien. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, est-ce que c'est à la hauteur des enjeux? C'est pas certain. C'est-à-dire que c'est bien d'afficher des objectifs, mais si on prend par exemple uniquement la partie logements sociaux, il y a quelques mois, les objectifs de logements sociaux du gouvernement, c'était 250 000 logements sociaux sur 2 ans. On n'a pas atteint ces objectifs-là. Là, aujourd'hui, on nous dit 110, 120. On n'est pas très loin des objectifs qu'on n'a pas atteints. Comment on va les atteindre? Quelles sont les réponses? Comment on accompagne les bailleurs dans ce moment qui est quand même un moment très compliqué? C'est-à-dire qu'ils doivent faire face à un certain nombre d'injonctions pour certaines contradictoires. On leur dit de rénover, mais on a amputé leurs fonds propres avec un certain nombre d'économies budgétaires. Donc, c'est compliqué sans moyens supplémentaires et sans explications de juste dire on va faire 110 000 logements sociaux. Ce sont des objectifs qui sont annoncés, mais ça manque de moyens derrière concrets pour savoir quels sont les outils. Typiquement, le logement étudiant, évidemment que c'est une bonne nouvelle. Il y a 150 000 logements étudiants actuellement. Donc ce que propose le gouvernement, c'est de faire 20% de plus. Le logement étudiant, c'est la porte d'entrée vers le logement. C'est-à-dire qu'en construisant des logements étudiants, on détend une partie du marché locatif privé, on propose une offre de logement abordable à des ménages qui, par nature, sont fragiles. C'est évidemment une bonne nouvelle. Après, comment on fait pour produire du logement étudiant dans les zones chères, là où sont les étudiants? On n'a pas de réponse. Le logement privé a pour l'instant été plutôt mis de côté. Il y a eu quelques hésitations sur le financement, notamment sur le taux d'usure, sur le crédit, sur les conditions de financement qui sont imposées, ou plutôt aux obligations, pardon, qui sont imposées aux banques pour financer les ménages. Est-ce que, selon vous, il faudrait peut-être aussi intervenir sur le segment privé ou la priorité, ça reste uniquement le social, l'intermédiaire? Il faut regarder où sont les besoins. Les besoins, aujourd'hui, c'est plutôt un besoin de logement abordable. C'est-à-dire que c'est quoi le problème du logement? Il y a un problème très conjoncturel
qui est liée à l'accès au crédit. Il y a une remontée très rapide des taux, on ne va pas refaire l'histoire. On a gagné en taux d'intérêt ce qu'on avait mis à peu près 10 ans à perdre. Donc évidemment, il y a eu un vrai choc sur le marché du crédit. Après, il faut aussi prendre là un peu de hauteur et de regarder l'assouplissement des conditions de crédit. Qu'est-ce que ça a généré? Ça a généré des prix élevés, ça a généré l'exclusion d'un certain nombre de ménages, et notamment les ménages les plus pauvres, de l'accession à la propriété. C'est-à-dire que tout le monde a bénéficié de l'assouplissement des conditions de crédit. Et donc dire la solution, c'est de jouer sur les conditions de crédit pour resolvabiliser les ménages, c'est pas certain. Si au final ça aboutit à une remontée des prix immobiliers ou un soutien aux prix immobiliers qui désolvabilise les ménages modestes, c'est pas certain. Il y a aujourd'hui 2,5 millions de demandeurs de logements sociaux. Peut-être que la priorité, c'est de leur apporter d'abord une réponse à eux. Cyril Poy, pardon, je me tourne vers vous. Je ne l'ai pas précisé en introduction, mais il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez là à ma place. Vous avez été journaliste spécialisé sur le logement et la politique de la ville pendant 15 ans. Autant dire que vous connaissez très bien ces sujets. Je reviens sur ce que disait Pierre Madec. En ce moment, on a l'impression que le gouvernement se saisit vraiment de la question du logement. Vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce qu'il y a vraiment un momentum particulier ou est-ce que on a déjà senti sur différentes années une espèce de mobilisation qui finalement n'a pas donné grand-chose? En termes de mobilisation, on a connu une mobilisation plus forte. Je repense aux années Borloo où là on avait un ministre du Logement qui pesait au sein d'un gouvernement, qui était capable de faire des arbitrages qu'il gagnait avec Bercy, qui avait une vraie vision à la fois des besoins, de ce qu'il fallait faire, en n'étant pas forcément toujours d'accord avec la façon dont il faisait, mais en tout cas on avait une vraie politique du logement. On n'a pas l'impression que ces dernières années on a vu émerger une vision sur la politique du logement et des outils adaptés. On est plutôt dans remettre sur le tapis des solutions qui ont été déjà expérimentées, notamment à la crise de 2008, quand on demande à la Caisse des dépôts et à Action Logement de racheter le stock des promoteurs. Bon, c'était ce qui s'était passé auparavant. Alors, s'il y a une grande nouvelle, entre guillemets, c'est la fin du Pinel, en tout cas du Pinel dans ce qu'il était auparavant. Je ne pense pas qu'il y ait une véritable vision. Effectivement, les besoins, on les connaît, ce sont des besoins pour du logement abordable. On a plein de façons de faire du logement abordable, que ce soit dans le locatif ou dans l'accession. Je pense que c'est plutôt là qu'il faudrait mettre le paquet aujourd'hui, parce que le logement qu'on a produit, et notamment, on y reviendra tout à l'heure, mais avec ce type de dispositif de défiscalisation, n'ont pas été de nature à combler la demande. Voilà, il y en a eu une offre, certes, mais une offre qui ne répondait pas à la demande réelle des ménages d'aujourd'hui. Et quand on parle de crise du logement, est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression? Est-ce que c'est vraiment la pire situation? Est-ce qu'on est dans l'œil du cyclone aujourd'hui, ou est-ce qu'on a déjà connu d'autres tensions qui étaient encore pires que celles qu'on connaît aujourd'hui? Alors, juste, je rappelle que dans les années 80, les taux d'emprunt immobilier, les taux de l'immobilier étaient à 17% avec une inflation à 13%. Donc, on avait un gap de 4 points entre l'inflation et les taux. Aujourd'hui, on a encore un rapport inflation-taux qui est plutôt, on va dire, favorable. Les taux remontent, voilà, mais il faut juste quand même dire qu'on était dans une situation totalement exceptionnelle. On n'a jamais connu des taux aussi bas. Alors, c'est sûr qu'on a pu solvabiliser les ménages qui n'étaient pas auparavant parce que les taux étaient bas. Aujourd'hui, on revient à des conditions normales de crédit. Voilà, donc la situation, elle est exceptionnelle. Il y a une crise, effectivement, il y a beaucoup de stocks, oui. C'est un problème pour les promoteurs, mais qui a cru aussi que la situation avec ces taux exceptionnels elle est restée indéfiniment comme ça? Je veux dire, quand on est promoteur immobilier, on mesure son risque. Voilà, certains ont pu acheter des fonciers extrêmement chers en pensant qu'on allait continuer avec des taux comme ceci, que ça allait passer. Ben non, ça passe pas. L'exception n'est pas la règle en fait. L'exception, beaucoup ont pris l'exception pour la règle, y compris les ménages. Pierre Madec, je crois que vous vouliez rebondir. Non, peut-être juste 2 points. Sur le côté exceptionnel ou pas de la crise. Ce qui est exceptionnel, en effet, on a déjà connu des taux qui étaient les taux qu'on connaît aujourd'hui. La nouveauté, c'est que pendant 10 ans, pendant 20 ans, il y a eu une déconnexion terrible de l'évolution des prix immobiliers et du revenu des ménages. C'est-à-dire que l'époque dont parlait Cyril, c'est une époque où le pouvoir d'achat avançait, j'allais dire, aussi vite que l'inflation ou les prix immobiliers. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a cette déconnexion massive entre le pouvoir d'achat des ménages et les prix, et que dans ce contexte, quand il y a une remontée des taux telle qu'on l'a connue,
on se retrouve avec en effet des centaines de milliers de ménages qui sont désolvabilisés. Donc de ce point de vue-là, elle est exceptionnelle. On n'a jamais connu un moment où des taux étaient à 4 ou 5%, des prix immobiliers à leur niveau d'aujourd'hui et un pouvoir d'achat aussi en berne, j'allais dire, sur la période récente. C'est-à-dire que tant que les prix ne baissent pas, on ne sortira pas de cette crise. Quand on dit pour compenser la hausse des taux, il faudrait que les prix baissent de 25%, on a tout dit. Les prix n'ont pas baissé de 25%, donc forcément, il y a des perdants. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, peut-être rappeler la chronologie quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même, dans comment on juge la politique du gouvernement, il faut voir d'où elle vient. Elle vient d'un constat qui date de 2017, qui est de dire le secteur du logement est un secteur dans lequel on met trop d'argent public. On l'a trop subventionné. On a trop mis d'APL, ce qui a fait augmenter les loyers dans le secteur privé. On a trop fait de défiscalisation, ce qui a fait augmenter le prix du foncier. On a trop solvabilisé les ménages avec des dispositifs comme le PTZ. Il y a trop d'argent. Et donc depuis 2017, la volonté du gouvernement, assumée celle-ci, est de dire on va mettre moins d'argent dans le secteur du logement. Pour calmer le marché. Pour calmer le marché. Et puis ça se fait dans un contexte où on fait à côté des mesures de pouvoir d'achat. Et donc, du coup, les ménages vont réussir à continuer. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a un retournement du marché. Alors, il y a d'abord eu la crise Covid avec quand même des conséquences sur le secteur de la construction. Et puis, il y a cette remontée des taux qui n'a pas été anticipée. Et donc, on essaye de maintenir l'histoire qu'on a commencée en 2017, c'est-à-dire on continue à faire des économies, le Pinel, on y reviendra, le PTZ, tout ça, mais on le fait dans un contexte où, oui, tout le monde demandait la fin de ces dispositifs. Oui, il y avait une espèce de consensus pour dire par le passé, les APL ont soutenu les loyers, peut-être qu'il y a certains bailleurs sociaux qui s'en sortaient pas si mal, et donc on aurait pu faire des plans d'économie budgétaire. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on est en pleine crise, et on voit bien que d'ailleurs le paradigme du gouvernement, le gouvernement continue à essayer de marcher sur ses deux pieds en disant on continue à faire des économies budgétaires d'un côté, et de l'autre côté, on annonce des mesures de soutien, d'urgence ou de relance. Merci Pierre Merdec. On va passer... Économie budgétaire, pardon, transfert de dépenses plutôt, parce qu'encore une fois, c'est Action Logement et la CDC qui viennent au secours quand même de la politique du logement de l'État. L'État est très doué, il faut lui reconnaître cela, pour faire supporter la part d'une partie des dépenses en logement par d'autres acteurs que lumineux. Décidément, Cyril Poy voulait vraiment me faire exploser mon déroulé. C'est pas grave, on passe justement aux promoteurs immobiliers. On va justement parler du programme dont parlait Cyril. On passe à la deuxième partie. Et pour parler des promoteurs, je me tourne vers vous, du coup, Cyril Poy, car vous les connaissez bien. Je rappelle, vous êtes dirigeant de Les Citizens. Une de vos activités est notamment d'accompagner les acteurs de la ville, tels que les aménageurs et les promoteurs. Alors, Cyril Poy, on a bien évidemment invité des promoteurs à parler dans cette émission, et alors que d'habitude, ils sont assez OK pour parler de leurs difficultés à obtenir des permis de construire, là, bizarrement, on a senti un petit malaise sur le sujet, notamment sur le programme de rachat des 47 000. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, du marché? Sur le rachat, je pense qu'ils sont en pleine négociation et que cette négociation, elle se fait pas forcément à leur avantage puisqu'on rachète à bilan zéro, voire avec des pertes sur certains projets. Donc là, ils sont en pleine négo, donc c'est peut-être pas le moment pour eux de venir communiquer. Après, il y a certaines de leurs instances qui sont capables quand même, je pense, de donner des choses là-dessus. En gros, il y a autour de 100 000 logements ils ont une offre commerciale de 100 000 logements qu'ils aimeraient bien revendre à la CDC et à Action Logement. Donc aujourd'hui, c'est en cours. Les discussions sont difficiles. C'est peut-être pas forcément le moment, pour eux maintenant de venir en parler. Alors, je reprends quelques chiffres justement qui permettent de sentir un peu ce qui se passe sur le marché. Les permis de construire délivrés entre octobre 2022 et septembre 2023 sont en chute de quasiment 30%. Les mises en chantier sur la même période, c'est moins 17%. Et les ventes, elles, sur 9 mois, sur les 9 premiers mois de l'année, sont en baisse de 29%. C'est quand même des chiffres qui sont assez significatifs. On va parler du coup de ce programme de rachat. C'est à la suite du CNR Logement. Le gouvernement avait annoncé que Action Logement et CDC Habitat allaient racheter 47 000 logements aux promoteurs immobiliers. Et alors que ce programme n'est même pas encore terminé, la Première ministre a annoncé il y a quelques semaines un deuxième plan qui va être lancé. Les détails doivent encore être communiqués, mais ces équipes ont apporté une précision. Ils ont bien dit ce ne sera pas un cadeau qui sera fait aux promoteurs immobiliers. Eux aussi doivent prendre leurs responsabilités et faire évoluer leur modèle. Alors Cyril Poy, je vous pose la question. Dans ce contexte, avec les chiffres que je viens de citer, comment les promoteurs peuvent faire évoluer leur modèle?
Eh bien, d'abord, être un petit peu plus prudent. On le disait tout à l'heure avec cette période exceptionnelle de Toba qui a contribué à ce que certains fonciers soient achetés beaucoup plus cher que ce qu'ils valaient. Voilà, il y a des opérateurs qui disent voilà, moi je m'arrête là, mais je vois des confrères qui surenchérissent. Je ne sais pas comment ils vont faire pour sortir l'opération. Voilà, il y a certains qui ont joué avec le feu. Donc du coup, c'est une première chose. Ils sont Enfin, la promotion immobilière a une part de responsabilité dans cette crise, notamment avec l'augmentation des coûts du foncier. Aussi, une grande part de Pinel, même si j'ai compris qu'on en parlerait tout à l'heure. Voilà, le Pinel, outre les désagréments qu'elle peut poser sur l'adéquation entre l'offre et la demande, elle a des coûts de commercialisation extrêmement chers par rapport à d'autres types de produits quand on voit un propriétaire occupant. Donc là aussi, ça vient de plomber les bilans. Donc là, c'est pas de nature à baisser les prix. Et puis, bon, voilà, après, les promoteurs, c'est pas les seuls responsables de ce qui leur arrive. Il y a aussi des collectivités locales. On a des chiffres qui circulent, même s'ils ne sont pas encore totalement fondés de manière extrêmement précise. Mais en gros, on accorderait, les collectivités locales n'accorderaient que 2/3 des surfaces constructibles qui sont permises dans les PLU. Ça veut dire qu'on perd un tiers de constructibilité, donc un tiers de logement. Donc déjà, si on pouvait Il y a encore des freins du côté des collectivités, des maires en fait. C'est ce que disent les promoteurs, il faut l'objectiver maintenant, il faut aller regarder très précisément ce que permet une PLU, une constructibilité et le permis qui est accordé, mais c'est le retour de pas mal des partenaires avec lesquels je travaille, où il est de plus en plus difficile, où on dit, voilà, on pouvait construire 1000, et bien vous allez en faire 600, 650, 700, parce que les voisins, parce que ci, parce que ça. Donc là, il y a peut-être aussi de la pédagogie à faire auprès des administrés, auprès des Français, notamment quand on rentre en pleine période de sobriété foncière avec Lausanne, il y a une certaine forme de densité qu'il va falloir accepter, ou alors à quoi servent les PLU en fait. Et sur les opérations qui sont déjà lancées, qu'ils essayent de commercialiser, est-ce qu'il faut juste accepter la plantade ou est-ce qu'il y a encore un peu l'espoir d'attendre une amélioration des conditions de financement des ménages pour débloquer tout ça? Parce que l'enjeu il est là aussi, c'est sur les lots qui sont déjà construits. Oui, bien sûr, les lots qui sont en chantier ou qui sont déjà construits. Je suis pas demain, mais j'ai cru comprendre que l'inflation allait baisser en 2024, que certaines banques commencent à se calmer et à proposer même des baisses de taux. Donc les choses devraient se normaliser à partir du S2 2024. Donc je pense qu'il y a des opérations, il va peut-être falloir attendre un petit peu plus longtemps pour les vendre. Donc ça va peser sur la rentabilité des fonds propres, bien sûr. Mais je pense que les choses pourraient se débloquer, sauf événements géopolitiques majeurs qui entraîneraient un surcoût des matières premières qui ont déjà pris pas mal ces dernières années, un renchérissement des coûts énergétiques également qui pèse également dans la construction. Donc là, voilà, je veux pas me faire le demain, mais visiblement les fondamentaux semblent plutôt bien orientés et on voit des promoteurs. Moi, je travaille avec des promoteurs qui se projettent. Ok, il y en a qui vont perdre, il y en a qui vont même disparaître. Voilà, c'est comme ça. Il va falloir l'accepter. Certains vont réduire la voilure, mais aujourd'hui, je vois quand même pas mal de gens. Enfin, moi, je travaille avec des gens qui se projettent. Donc aujourd'hui, j'ai pas trop à faire avec ce. Ils sont assez optimistes. Ils sont assez optimistes. Ils sont optimistes. Ils sont raisonnablement optimistes. Raisonnablement. Qu'en pense notre économiste Pierre Madec? Sur la première question, qui est de savoir pourquoi c'est compliqué pour les acteurs aujourd'hui de se prononcer, parce que c'est compliqué de dire on veut construire plus, mais on n'arrive pas à vendre ce qu'on a déjà construit. Bon, ça se comprend. C'est compliqué de dire solvabiliser massivement les ménages, jouer sur les conditions de crédit et distribuer des permis de construire, parce qu'on est, c'est vrai, à des niveaux historiquement bas de permis et de mise en chantier, mais en même temps, on n'arrive pas à vendre. Donc, de ce point de vue-là, je comprends assez bien l'attitude discrète d'un certain nombre d'acteurs. Ce qui est vrai aussi, c'est que pendant des années, on ne se posait pas la question. C'est-à-dire que on construisait à peu près, caricaturé, mais à peu près n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quel prix, et ça partait. Que ce soit sous forme de défiscalisation, sous forme... Voilà, ça partait parce que la conjoncture allait bien. On est le pays de l'OCDE en France où on a construit le plus de logements au cours des 10 dernières années rapporté à notre nombre d'habitants. Donc moi, je veux bien qu'on fasse un groupe de travail du Conseil national de la refondation sur le logement qui s'intitule « Réconcilier les Français avec l'acte de construire ». Mais les Français, historiquement, ils ne sont pas fâchés avec l'acte de construire. Bon, là, aujourd'hui, des acteurs commencent à se dire « Ah bon, le marché se tend, on va peut-être se poser la question », et c'est là qu'intervient Cyril notamment, la question de savoir pour qui on construit, à quel prix, où ça exactement.
Et tout ça, c'est plutôt des bonnes questions qu'on aurait dû se poser, C'est-à-dire que finalement, on parle de crise du logement. Est-ce que finalement, ce que vous dites, c'est que c'est un peu la fin de la récré, tout simplement, et que le paradigme qu'on a connu sur les 10 dernières années est effectivement en train de changer, voire a déjà changé. Sauf qu'en fait, pendant ces 10 dernières années, il y a quand même de nouveaux acteurs qui se sont lancés, des promoteurs notamment, comme le disait Cyril. Donc c'est maintenant qu'on va avoir la casse, finalement. On est sur un assainissement un peu de toute cette envolée que l'on a pu connaître. Moi, j'ai tendance à penser que c'est ce sur quoi parie le gouvernement, c'est-à-dire en effet un assainissement global du secteur. Le CNR, de ce point de vue-là, a très bien documenté l'impact que peut avoir la promotion privée sur les prix du foncier, avec tout simplement des opérateurs qui sont prêts à payer une fortune à un foncier qui n'était pas si valorisé que ça, oui, juste parce qu'ils savent qu'ils vont construire un certain nombre d'étages supplémentaires. Donc on peut dire que c'est la fin de la récré. Après, ce n'est pas certain que ce soit la fin de la récré. C'est-à-dire si les taux rebaissent, que les prix ne se sont pas ajustés, qu'il y a quelques mesures de salaire, de pouvoir d'achat, on est peut-être reparti pour 10 ans de crise du logement cher. Faut rappeler qu'en 2008-2010, il y a eu un ajustement des prix et après, les prix sont repartis très fortement à la hausse. Cyril Poy, je me retourne vers vous. En juin dernier, on publiait une interview de vous dans la JFI qui a énormément fait parler pour le coup. Le titre était assez évocateur. La fin du Pinel est une aubaine. Alors déjà, quelle réaction vous avez eue sur ce sujet? Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils en pensent les promoteurs? Est-ce que c'était le bon moment de supprimer le Pinel compte tenu de tout ce qu'on vient de dire? Réaction à cette tribune et puis réaction à des conversations que je peux avoir avec les promoteurs, parce que je suis quelqu'un d'assez franc en fait, et je dis ce que je pense, y compris à mes clients pour bien les conseiller. Ils sont plutôt d'accord en fait. Hein. Ils savent bien que le Pinel les a aidés à vendre, comme le disait Pierre à l'instant, à peu près tout et n'importe quoi. Hein. Lundi encore, j'avais un rendez-vous avec un promoteur que je ne citerai pas, mais qui me disait c'est vrai, on a connu des années, quoi qu'on faisait, sur n'importe quel territoire, on le vendait, ça partait parce que il y avait du Pinel, il y avait des conditions qui nous le permettaient. Aujourd'hui, ils se posent la question parce qu'ils n'arrivent plus à vendre, donc c'est déjà une bonne chose, et il n'y aura plus cette carotte et cet accélérateur, cet outil qui était le Pinel pour vendre. Donc ils sont conscients de ça et ils sont. Alors peut-être que je travaille avec des promoteurs exceptionnels, mais ils sont plutôt très intéressés par l'avenir de la profession de promoteur. On a négligé comme avenir justement, parce que pour l'instant ça fait pas rêver. Faire les choses différemment, c'est-à-dire se réintéresser aux propriétaires occupants. Voilà. Déjà, c'est essayer de répondre à une offre qui existe et qui n'est pas documentée, et c'est en ça qu'on peut les aider avec notre plateforme Welcome, et essayer d'aller travailler des clients, mais plutôt vers des propriétaires occupants. Il y a même des promoteurs qui se sont spécialisés là-dedans et qui s'occupent de manière extrêmement fine de leurs clients et qui ne font que ça, qui ne font plus de Pinel. Il y en a pas mal en fait, des promoteurs qui ne font pas de Pinel. C'est pas des grosses structures, mais en tout cas, c'est des promoteurs qui produisent et qui produisent généralement des appartements et des logements de qualité. Donc, ils voient bien qu'il faut faire les choses autrement et ne plus s'appuyer sur ce type de dispositif. D'ailleurs, d'abord parce que on leur a dit qu'il n'y en aurait plus. On verra bien, parce que de nombreux gouvernements sont revenus sur cette promesse que le Pinel allait disparaître ou que ce type de dispositif allait disparaître. Donc, on verra ce qui se passera fin 2024. Mais ils sont plutôt d'accord pour voir les choses autrement et revenir aux sources du métier. Ceux qui ont un petit peu de bouteille, ceux qui travaillaient dans les années 80 ou 90, se rappellent qu'on travaillait pas comme ça. On allait, ceux qui ont une expérience aussi à l'étranger, ceux qui travaillaient par exemple chez ING Real Estate, qui travaillait dans toute l'Europe, ils voyaient bien les différences entre les approches françaises et les approches et les autres approches dans les pays du Nord. Là-bas, on va construire pour des vrais gens avant de construire pour des investisseurs. Le problème, c'est qu'on a trop construit pour des investisseurs. En tout cas, on a priorisé la clientèle investisseur au détriment de la clientèle des occupants. Et du coup, on ne sait plus ce qu'est réellement la demande des propriétaires occupants. Et donc là, il faut redonner la priorité aux propriétaires occupants. C'est un peu ça, finalement, il faut analyser très clairement quelle est la demande. Quelle est la demande? Il y a des demandes en termes d'investisseurs, il y a des demandes en termes de propriétaires occupants. Voilà, il faut se donner les moyens de le faire. Et les outils de programmation actuelle des opérations ne sont, à mon sens, pas adaptés assez précisément pour aller mesurer cette demande. Voilà. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est là-dessus qu'on essaie d'agir. Aller ausculter très finement quelle est la demande, projet par projet, territoire par territoire. Pierre Madec, j'imagine que vous êtes d'accord, on donne la priorité aux occupants? Je suis d'accord sur, globalement, la critique du Pinel, parce que tout le monde est d'accord. Je veux dire, ça fait des années qu'on dit que ces dispositifs d'incitation à l'investissement locatif sont inutiles, inefficaces, extrêmement coûteux. Il y a quand même un problème de timing. C'est-à-dire que supprimer un dispositif qui permettait, bon an mal an, de sortir 40 à 60 000 logements par an sur du locatif privé
en zone tendue. On peut critiquer le zonage, on peut critiquer les loyers, on peut critiquer tout ça, mais le fait est que ces logements étaient produits. Et le remplacer par rien du tout, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on aurait dit, on utilise les 2 milliards de la génération Pinel, parce qu'en gros, une génération de Pinel, c'est 2 milliards. On utilise ces 2 milliards pour l'injecter dans, je ne sais pas moi, le logement intermédiaire ou, je ne suis pas sûr du logement intermédiaire, mais ou du logement locatif social. On pourrait dire, voilà, on remplace un truc qui ne marche pas par un truc qui marche, c'est très bien. Là, on dit, on supprime pourquoi? Pour faire des économies dans un moment où le secteur de la construction est en crise. Donc on passe de tout à rien en l'espace de On passe de tout à rien dans un moment où... voilà, c'est ça qui est plus étonnant, c'est sur le timing, pas sur la mesure, parce qu'en effet, le gouvernement est le seul à avoir eu le courage politique de supprimer ce dispositif que tout le monde critiquait. Par contre, sur le timing et sur la réorientation des moyens, il y a des vraies questions qui se posent. Pinel ou pas Pinel, est-ce qu'il n'y a pas un rôle à jouer quand même pour l'investisseur locatif privé? Et on terminera sur cette question. On peut avoir l'avis j'aimerais bien avoir l'avis de tous les deux assez rapidement, mais finalement, Pinel ou pas Pinel, investissement, fiscalité avantageuse ou pas fiscalité avantageuse, est-ce qu'il ne faut pas redessiner aussi le rôle de l'investisseur locatif dans ce marché immobilier global, ce marché de logement? Le rôle et la place. C'est-à-dire on a besoin... on a beau répéter chaque année, il faut faire revenir les institutionnels, ça ne marche pas. Ils reviennent marginalement, mais pour l'instant, le marché locatif privé en France, il est constitué de bailleurs, personnes physiques comme vous et moi. Donc il faut leur trouver une place, un rôle, et il faut surtout développer le marché locatif privé. Aujourd'hui, dans les grands centres-villes, du fait de la concurrence de dispositifs comme Airbnb, du fait du développement aussi des résidences secondaires, de tous ces effets-là, on pour effet, au final, une érosion du marché locatif privé. Or, le marché locatif privé, dans un contexte où les bailleurs sociaux ne pourront pas tout faire tout seuls et qu'il y a une fois de plus 2,5 millions de demandeurs de logements sociaux, le marché locatif privé, il est là pour accueillir les jeunes, pour accueillir les mobiles, les actifs, ce qu'on a tendance à appeler la classe moyenne. Voilà. Donc il faut qu'il soit abondant, ce marché. Est-ce que c'est avec le neuf qu'on va y arriver? C'est pas certain. Est-ce que c'est en créant un statut du bailleur privé comme ça a pu être proposé? Est-ce que c'est à réfléchir sur la fiscalité immobilière au sens large? En tout cas, c'est pas forcément avec les dispositifs. Mais en tout cas, il faut arrêter de présenter les gens qui détiennent des logements pour les mettre en location à l'année comme des rentiers. Et il faut peut-être s'intéresser un peu plus à eux. Et bon, on fera passer le mot acquis de droit. Cyril Poët, je vous laisse terminer pour répondre sur cette question. La place de l'investisseur privé locatif demain, parce qu'on les aime bien quand même, les investisseurs privés, non? On a besoin d'eux pour le marché. Bien sûr, il en faut. Il ne s'agit pas de dire que le PINEL, c'est pas bien. Il y a des choses, ça permet pas mal de choses. Mais peut-être qu'on a des logements à réhabiliter. Et c'est un enjeu pour plein de choses, notamment pour remettre sur le marché des logements qui aujourd'hui ne peuvent plus être loués. Peut-être que ce serait intéressant d'étudier un dispositif qui permettrait d'aider des investisseurs privés à racheter des logements, à les réhabiliter et à les remettre sur le marché. Il y a pas mal de centres-villes qui souffrent de ne pas avoir les possibilités de réactiver et de remettre sur le marché ces logements. Donc voilà, et après, on peut aussi aider à la fois le logement social qui en a besoin. Il y a un rapport de la Banque des Territoires qui dit qu'avec les obligations en termes de remise aux normes le logement social n'aura plus les moyens que de construire 60 000 logements autour de 2028, je crois. Pierre, tu me corriges si je me trompe. Voilà, donc 60 000, 2028, c'est après-demain. 60 000 logements sociaux en termes de capacité budgétaire, ça c'est plutôt inquiétant. Donc fléchons l'argent du privé sur la réhab. On a besoin de former des gens à la réhabilitation, on a besoin de revitaliser des centres-villes, on a besoin de logements, on a besoin d'investisseurs privés. Il faut peut-être les utiliser à meilleur escient que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Trouver une place à tout ce petit monde. Merci Cyril Poët, merci Pierre Matek d'avoir été avec nous. Merci à vous de continuer à nous suivre. Alors j'en profite pour faire un rappel, une annonce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Je vous informe, le prochain Point Immo sera en décembre et sera sur le crédit immobilier. On fera le point sur les nouvelles conditions de financement des ménages. Je vous dis donc à décembre pour un prochain Point Immo.